Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du Premier Empire, donc qui va être mis en place par Napoléon en 1799 et qui va durer jusqu'en 1814-1815. Donc l'idée c'est d'essayer de voir comment Napoléon a mis fin à la Première République et donc à la période révolutionnaire en France et comment a-t-il ensuite instauré son empire. Alors, qui est Napoléon Bonaparte? Il est né en Corse, dans une famille de petite noblesse, donc sa mère s'appelle Marie-Laetitia, on l'appelle Madame Mère, enfin Monsieur Napoléon l'appelait Madame Mère, et elle a répété toute sa vie que son fils serait le vengeur de la Corse, puisque la Corse est devenue française à partir de 1768, suite à plusieurs années de guerre. Napoléon Bonaparte, il a suivi des études militaires, donc c'est un militaire de carrière, il s'est notamment fait connaître sous la Première République, pendant la Révolution, en reprenant la ville de Toulon qui était sous l'emprise des Anglais. Il a remporté également de nombreuses victoires, puisque je rappelle que durant la période révolutionnaire, la France est en guerre contre les puissances royalistes, notamment contre l'Autriche. Donc il a remporté des victoires entre 1796 et 1797, puis il est parti en Égypte pour une expédition. Et il est devenu très populaire auprès des Français grâce notamment donc à ses victoires. Et très rapidement, alors qu'on est toujours dans une période de révolutionnaire et de période instable en France, il apparaît comme le seul capable de restaurer l'ordre dans le pays après 10 années de révolution. À l'époque, on a un régime politique qui est la Première République et des hommes qui gouvernent qui ont instauré un régime qui s'appelle le Directoire, qui est un régime mené par des députés un petit peu modérés, qui n'arrive pas totalement à mettre fin aux différentes révoltes qui peuvent rester en France et à la guerre civile qui fait un petit peu rage depuis la période révolutionnaire. La misère continue à grandir à l'intérieur des villes, on a des inégalités qui se renforcent, on a toujours les guerres qui menacent un peu aux frontières, et Napoléon, le 9 novembre 1799, va s'emparer du pouvoir. Donc il est général, il fait un coup d'État c'est prise de pouvoir par la force, donc il renverse le pouvoir du Directoire, met fin à la Première République, et va créer un nouveau régime politique qui s'appelle le Consulat. Donc ce régime, il donne quasiment tous les pouvoirs au premier consul. Pour autant, on a quand même 3 consuls, donc, dont lui et 2 autres, même si dans les faits, c'est lui qui possède tous les pouvoirs. Le premier objectif de Napoléon, c'est donc de restaurer l'ordre en France et de mettre fin à cette période révolutionnaire. Il va notamment pardonner aux royalistes qui s'étaient opposés à la Révolution pour essayer de temporiser un petit peu et de refaire la paix entre tout le monde. Et il va également signer un accord avec l'Église, puisque pareil, l'Église, on leur avait exproprié des biens. Et donc là, l'idée, c'est de rétablir des rapports sereins entre toutes les catégories, les anciens privilégiés et le peuple. Très rapidement, Napoléon va mettre des réformes à l'intérieur du pays. Déjà pendant la Révolution française, on avait essayé de créer une nouvelle société, donc je vous rappelle que c'était quand même le but des philosophes des Lumières, remplacer les ténèbres obscures de l'ancien régime et de cette société marquée par une société d'ordre et une monarchie absolue par une nouvelle société éclairée, où les hommes seraient libres et égaux en droit. Et donc ils avaient commencé à instaurer de nouvelles règles, et Napoléon va poursuivre cette entreprise. Il va notamment créer le Code civil, Code Napoléon. C'est un code qui va permettre de mettre en place les règles sur les personnes, les biens et les relations entre les personnes, les biens et l'État. Il va également créer des lycées, la Légion d'honneur pour récompenser ceux qui se battent et qui rendent des services pour la France. Il va mettre en place des départements, donc la France va se retrouver découpée en différents départements, à la tête de laquelle on va retrouver des préfets. Il va également créer une nouvelle monnaie qui s'appelle le franc germinal pour éviter qu'au niveau des calculs ce soit compliqué avec différentes monnaies dans le pays. Également mettre en place un système commun de poids et de mesure. Donc entre 1799 et 1804, on a un régime politique qui est donc ce consulat. En 1804, le Conseil d'État, donc, qui gouverne autour de Napoléon, lui suggère de mettre en place un empire. Et on va adopter une nouvelle constitution le 18 mai 1804, et le premier consul est choisi pour devenir un empereur. Napoléon Bonaparte sera sacré par le pape Pie VII le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. C'est une cérémonie sur laquelle il va recevoir l'onction du pape, donc c'est-à-dire qu'il devient empereur par la grâce de Dieu, ça lui permet de renouer avec la tradition monarchique et donc d'avoir une légitimité dans la société. Il va également couronner sa femme, donc l'impératrice Joséphine, et il va changer de nom puisqu'il n'est plus Napoléon Bonaparte, mais il sera désormais Napoléon Ier l'empereur, dans l'idée de constituer ensuite une dynastie avec ses fils qui lui hériteront. Le problème, c'est que comme il veut constituer une dynastie, il lui faut des enfants. Or, sa femme, l'impératrice Joséphine, n'est plus en âge de pouvoir donner des enfants, donc il va devoir divorcer. Donc en 1809, il divorce de Joséphine, car elle ne peut pas lui donner d'enfants, et il va épouser Marie-Louise de Habsbourg. Donc il la présente un peu comme un ventre, comme quelqu'un qui pourra simplement lui donner des enfants, puisqu'il était très amoureux de Joséphine, et ça lui permet également donc, de conclure une alliance avec les Autrichiens.
Et en 1811, donc sa femme met au monde Napoléon François-Joseph Charles, qu'il appelle le roi de Rome, et qui est donc son héritier. Très rapidement, Napoléon met en place une propagande impériale. Donc propagande, c'est l'idée de propager un message et d'avoir une influence sur la population pour faire adhérer la population à ce message. Donc Napoléon, l'idée c'est de diffuser son image, diffuser également ses réformes, diffuser ses victoires et se faire évidemment apprécier du peuple et créer une légitimité. Il utilise pour cela la peinture. Donc, nous, à notre époque, on utilise la publicité à la télévision. Il n'y a pas de télévision à l'époque de Napoléon. Donc il utilise notamment des peintures monumentales dans lesquelles il va se mettre en valeur. Donc on a par exemple cette peinture qui le représente en habit de sacre, qui montre un empereur puissant, qui met en scène cette puissance, donc avec les attributs impériaux, par exemple la main de justice qui est le symbole du pouvoir militaire, le sceptre qui serait là le symbole du pouvoir politique, l'épée qui lui est le symbole du pouvoir militaire, le manteau rouge qui rappelle les toges qui étaient portées par les empereurs romains, l'aigle c'est le symbole de l'Empire, donc c'est un symbole de Rome, de la Rome antique, et également les abeilles d'or qui sont brodées, qui elles rappellent donc les premiers rois de France, les rois mérovingiens. Donc là on met en avant la figure de Napoléon, mais on a également des peintures de guerre qui sont là pour rappeler ses exploits guerriers, donc évidemment Napoléon est toujours mis en avant, hein. Si vous regardez cette peinture-là qui commémore donc sa prise de la bataille de Iéna, vous voyez quand même que Napoléon est placé au centre du tableau. C'est pas pour rien qu'il est placé au centre, hein. La lumière est dirigée directement vers lui, c'est pour le mettre en avant lui et mettre en avant ses victoires. Donc évidemment, comme c'est un empereur, il renoue avec la tradition impériale qui est l'idée d'aller faire agrandir son empire. Donc il va très rapidement entrer en guerre et il va s'opposer à l'Autriche et à la Confédération germanique, donc qui est une alliance qui est menée entre les Prussiens, Prussiens c'est l'ancienne Allemagne, et les Autrichiens, et il va réussir comme ça à agrandir son territoire et soumettre les États ennemis grâce à de nombreuses victoires, que ce soit à Austerlitz, à Iéna, à Wagram, enfin voilà, il a beaucoup de guerres, mais également surtout beaucoup de victoires, donc il augmente sa popularité. Napoléon, c'est quelqu'un qui a passé énormément de temps de sa vie sur les champs militaires. Il était toujours très occupé, il mangeait très vite d'ailleurs parce qu'il n'avait jamais le temps de rien. Donc Napoléon, comme ça, il parvient à soumettre une grande partie de l'Europe et il a certains États qui deviennent des États vassaux, donc des États qui sont soumis à lui, et dans laquelle il va mettre en place des réformes. Il va notamment par exemple imposer la mise en place du code civil dans ces pays, et il va également, dans ces différents États, placer à leur tête des membres de sa famille pour pouvoir avoir comme ça une influence sur l'Europe. Évidemment, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ça va commencer à embêter les différents pays d'Europe, qui en ont un petit peu marre d'être soumis à Napoléon. Et donc les pays occupés vont commencer à se révolter contre la domination de l'empereur. En 1814, il y a une alliance qui est formée par les forces européennes contre l'empereur Napoléon. Napoléon va donc perdre et il va être exilé sur l'île d'Elbe, en Toscane. Mais 100 jours plus tard, Napoléon va revenir, va de nouveau se battre et il va finalement être défait lors de la bataille de Waterloo qui se déroule en 1815 et dans laquelle l'armée française va s'opposer à une alliance qui est formée par les Anglais, les Autrichiens, les Belges, les Hollandais et les Prussiens. Vous vous doutez bien qu'ils sont supérieurs en nombre, que Napoléon a perdu cette bataille. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène qui est sous domination britannique, qui est située au cœur de l'océan Atlantique, parce que comme il était revenu de l'île d'Elbe, cette fois-ci on va faire en sorte qu'il ne revienne pas, donc l'île est quand même gardée par des personnes pour éviter qu'il s'enfuit. Donc il y restera jusqu'à la fin de sa vie. Très rapidement, c'est quelqu'un qui va s'enfoncer dans la dépression parce qu'il a combattu toute sa vie, il a toujours été très occupé, donc l'idée de ne plus rien avoir à faire, eh bien c'est compliqué, et puis d'être destitué. C'est-à-dire qu'il est toujours empereur, mais il est empereur de l'île de Sainte-Hélène, donc c'est un petit peu limité en termes de domination. Et il va en plus de ça souffrir de douleurs au foie, et il finira par mourir le 5 mai 1821, à l'âge de 54 ans. Et parallèlement à ça, en France, eh bien, il y aura la mise en place d'un nouveau régime politique, puisque Napoléon a abdiqué en 1815 et que Louis XVIII le remplacera avec la remise en place d'une monarchie constitutionnelle en France, mais ça sera l'objet d'un autre chapitre. Donc en tout cas, en 1815, Napoléon ne sera plus empereur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre qui était Napoléon Ier, ce qu'il a fait en France et dans les territoires européens, comment il avait mis en place son empire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.